Monsieur Fulgence Assi, bonjour. Vous êtes donc président de la Confédération estudiantine d'Afrique et secrétaire général de la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire. À travers vos deux entités, que faites-vous? Merci, je suis Assi Fulgence Assi. Je suis le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, je suis le secrétaire général de la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique, qui est une plateforme des associations des élèves et étudiants des différents pays africains. Et donc, je suis étudiant en Master 2 de marketing et vente à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Et nous sommes, au nom de la plateforme, nous travaillons à créer plus de rapprochements entre les différentes organisations d'étudiants des différents pays et puis à partager un certain nombre d'expériences relatives à nos expériences locales dans différents pays et qui nous font l'aimabilité de participer ou d'appartenir à notre confédération estudiantine et scolaire d'Afrique. Alors, la semaine dernière, donc, le sommet qui se tenait à Abidjan avait pour thème principal « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Et vous avez annoncé lors d'une conférence de presse que vous n'aviez pas été convié à ce sommet. Alors déjà, pour quelles raisons selon vous? Et puis, vous souhaitiez manifester pour montrer votre mécontentement. Qu'en est-il? Est-ce que vous passez des paroles aux actes? Effectivement, nous avons posé des actes pour manifester notre mécontentement. Il faut dire que nous sommes une jeunesse active. Et bien évidemment, en tant que jeunesse active, un tel sommet qui place au centre des débats la jeunesse, et je pense que ce sommet-là doit pouvoir inviter la jeunesse active que nous sommes à contribuer, à apporter notre contribution afin de définir des décisions qui pourront servir à cette jeunesse africaine-là. On ne peut pas parler de la jeunesse africaine et puis omettre une partie de la jeunesse très active qui est la jeunesse estudiantine et scolaire d'Afrique. Et donc, c'est ce qui a motivé notre mécontentement. Et nous avons dit qu'il était important pour nous, en tant que Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique, de s'inviter à ce sommet-là. Et bien évidemment, nous avons manifesté notre volonté de participer à ce sommet et à travers une déclaration que nous avons faite. Et à la suite, nous sommes mobilisés et nous avons décidé de produire une déclaration et permettre que cette déclaration soit en tout cas mise à la disposition de nos chefs d'État afin que ces chefs d'État puissent en tout cas tenir compte de nos avis et de nos propositions. Mais on n'a pas voulu manifester d'une manière, faire des actions de masse dans les rues parce que bien évidemment ça allait présenter une autre image de la jeunesse africaine, comme si nous étions anti-sommet. Nous ne sommes pas anti-sommet, mais nous avons eu intérêt à donner notre avis, à partager notre contribution avec en tout cas tous ces leaders africains, tous ces dirigeants africains. On va revenir sur vos propositions concrètes, mais d'abord, certes, vous n'étiez pas conviés, mais la jeunesse africaine était quand même au centre, au cœur même des débats de ces dirigeants, à la fois européens et africains. Est-ce que cette initiative, quand même, vous satisfait? Je pense que dans ce type de sommet, il était plus intéressant qu'au préalable, la jeunesse africaine même puisse se retrouver et partager leur expérience et formuler un certain nombre de... Ça a été le cas. On a eu un sommet de la jeunesse du 9 au 11 octobre à Abidjan. On a eu aussi le forum de la société civile à Tunis en juillet. Et effectivement, il y a eu 120 animateurs de jeunesse qui ont participé, qui ont proposé une déclaration à l'issue de leurs travaux. Au fait, le problème qui se pose, c'est le problème de la représentativité, vous comprenez. Du jour au lendemain, on voit des jeunes qui sont choisis par, on essaie par quelle alchimie qu'on arrive à sélectionner ces jeunes-là. Et puis, du coup, on voit des jeunes qui parlent au nom de toute la jeunesse. Pour nous, il était important qu'on puisse avoir des jeunes représentatifs de toute cette communauté jeune-là, vous comprenez. Mais vous convenez avec moi que moi qui suis le secrétaire général de la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique, qui est une organisation qui regroupe plus de 27 pays africains, et je n'ai pas pris part à cette assise. Ça sous-entend qu'il y a aussi une autre forme d'injustice faite à cette jeunesse estudiantine-là.
Alors les maux de la jeunesse sont nombreux, hein, malheureusement. On a notamment l'éducation, l'immigration et le chômage. Alors on va revenir sur les propositions concrètes qui ont été donc proposées par certains chefs d'État, notamment Emmanuel Macron. On va commencer avec l'éducation, hein, qui est très importante pour cette jeunesse africaine. Alors lui, il appelle les écoles et universités de France à développer des partenariats en Afrique. Son idée, c'est permettre aux étudiants africains de passer des diplômes français en Afrique. Alors, c'est la fameuse double diplomation. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'avoir un diplôme international, c'est pas mauvais. Et ça donne une plus-value, ça donne un avantage à l'étudiant qui possède ce diplôme-là, vous comprenez. Et donc nous ne sommes pas contre cela. Et nous avons l'expérience du Maroc. Au Maroc, un grand nombre d'étudiants formés au Maroc ont une double diplomation. Voilà. Et donc je pense que c'est pas mauvais cela. Mais en même temps pour nous, nous qui sommes jeunes, nous qui avons espoir que le continent doit pouvoir amorcer son développement, nous pensons que ce n'est pas le double diplôme ou bien le diplôme français qui va forcément accréditer les diplômes ou bien qui va permettre à la jeunesse d'avoir une plus-value au niveau de l'insertion. Vous comprenez? Il est question que nos chefs d'État, que les différentes nations puissent elles-mêmes crédibiliser leurs diplômes. Vous savez, nous étions très jeunes, mais en son temps, la Côte d'Ivoire est une référence en termes de formation. Vous comprenez? Toute la sous-région venait en Côte d'Ivoire pour se faire former. C'est un peu cet élément-là que nous voulons pour nos nations. Nous voulons bien que nos chefs d'État, eux-mêmes, puissent se donner les moyens d'équiper nos universités africaines, de permettre que l'école soit un élément important dans leur politique nationale, pour que bien évidemment on ait une formation pertinente pour le marché international et le marché national, vous comprenez. Mais tant qu'on va se référer seulement à des repères occidentaux, c'est sûr qu'on va toujours mimer certaines personnes et on ne pourra pas amorcer notre développement. Et donc, il est question pour nous Africains, de pouvoir, en même temps qu'on cherche à tisser des partenariats, les partenariats sont faits pour partager les expériences, vous comprenez. Mais il ne faut pas que ce partenariat-là soit, je pense que pour nous, une référence qui puisse en tout cas toujours guider en tout cas la politique nationale et la politique d'éducation nationale. Il va falloir que nous-mêmes on puisse se fixer des objectifs au plan national, on puisse se fixer des objectifs au plan continental pour que bien évidemment aussi au niveau de l'international, certaines nations occidentales puissent aussi tenter de copier le système africain. Voilà, ça peut arriver. Et donc, c'est une question de politique, c'est une question de politique nationale, c'est une question de politique continentale. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, justement, pour les universités africaines de profiter de peut-être la logistique qui sera mise en place pour rehausser le niveau qu'elles ont actuellement? Mais je vous dis que ce sont des universités privées et des universités occidentales. Ça va pas, c'est pas des universités, c'est pas des établissements publics. Et donc, les infrastructures qui seront construites dans le continent ou bien en Côte d'Ivoire, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, et ces infrastructures-là ne vont pas servir à l'étudiant ivoirien. Et donc, il va falloir qu'on puisse nous-mêmes investir. Et de plus en plus, vous voyez en Côte d'Ivoire, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a plus d'universités privées occidentales. Ce qui fait que de plus en plus, nos étudiants n'ont plus intérêt à aller dans les universités publiques. Or, un système éducatif qui n'est pas crédible est un système éducatif qui ne fait pas rêver la jeunesse. Or, si le jeune ivoirien ou africain ne rêve pas, du coup, la seule option qui reste à ce jeune-là, c'est d'aller en Occident, c'est aller en tout cas aller chercher le rêve sur d'autres continents. C'est là et naît le phénomène de l'immigration. C'est le thème qu'on va aborder à présent. Alors, le président Macron a fait aussi d'autres propositions, notamment suite aux images que tout le monde a pu voir concernant donc, les migrants en Libye. Il propose une initiative euro-africaine avec pour principe
donc un accord entre l'Europe et l'Afrique pour venir en aide aux populations prises au piège en Libye en apportant un soutien massif à l'évacuation des personnes en danger. Et selon lui, il faut aussi convaincre non seulement les pays d'Europe à participer à la sélection des migrants dans les pays de transit, mais surtout convaincre les pays d'origine, pour qui souvent la diaspora est une manne financière, d'accepter le rapatriement de leurs candidats à l'exil, voire de participer à leur retour. Qu'en pensez-vous ? Je dis d'abord, je veux me permettre de revenir sur une proposition. Monsieur Macron dit clairement que c'est une aide qu'il apporte à l'Afrique. Moi, je souhaiterais que désormais, ça ne soit plus en forme d'aide, ce ne soit pas des propositions d'aide et autres, ça soit des propositions de collaboration, de sorte que chaque partenaire puisse se sentir obligé d'apporter une plus-value dans les échanges. Voilà cette politique-là que de plus en plus la jeunesse rêve de ce type de politique. Et bien évidemment, je pense qu'il y a intérêt pour nos jeunes qui sont coincés dans certains pays africains, qui ont des difficultés d'avoir accès à l'Occident, de revenir dans leur pays d'origine. Mais en même temps, de l'autre côté, je pense qu'il faut demander aux chefs, aux différents chefs d'État, aux différents dirigeants, de créer le rêve dans les différents pays. Tant qu'il n'y aura pas de rêve, je vous dis que la jeunesse sera contrainte d'aller à l'exil. Personne ne peut venir, personne ne peut vouloir rester dans un pays où il n'y a plus de rêve. Personne ne peut rester dans un pays où il y a une mauvaise formation. Personne ne peut rester dans un pays où, après formation, on n'a pas la possibilité d'avoir une insertion professionnelle. Personne ne peut rester dans un pays où on ne peut pas, après 40 ans, on n'a pas le premier emploi. Vous comprenez ? Il y a véritablement ce problème-là qu'il faut toucher de près pour que, bien évidemment, ces jeunes qui sont coincés là-bas aient la force de revenir. Vous comprenez? Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là que M. Macron doit pouvoir axer sa politique. C'est à ce niveau-là que nos chefs d'État doivent pouvoir axer leur politique. Et je dirais que j'ai lu la déclaration du président de l'Afrique du Sud qui dit qu'il va falloir de plus en plus industrialiser nos pays africains. Et donc, c'est une proposition qui est bonne, qui va pouvoir maintenir nos jeunes ici parce que si nos pays sont industrialisés, c'est la création d'emplois et donc il y aura plus de jeunes qui auront accès à l'emploi et ça pourra faciliter en tout cas le maintien de ces jeunes-là dans nos différents pays africains. Merci Monsieur Assis Fulgence, c'est bien RTI Info vous a donné la parole et vous a tendu le micro. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.